L'invité live. Rebonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes de Chaîne Inter. C'est votre émission Chaîne Interculture et on vous accompagne jusqu'à 20h. Alors ce soir, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons parmi nous l'artiste photographe marocain Mehdi Mariouche pour nous parler de son exposition à la galerie de l'Institut français de Meknès qui invite les visiteurs à remonter le temps jusqu'à l'époque des anciens studios de photographie et ce jusqu'au 26 février prochain. Bonsoir Mehdi Mariouche. Bonsoir Mouna, bonsoir aux chers auditeurs. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors bienvenue sur les ondes de Chaîne Inter et merci d'avoir répondu à notre Merci, invitation. merci à vous, merci à vous. C'est un plaisir. Le plaisir est C'est partagé. c'est un plaisir d'écouter Rabassin Inter. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors Mehdi Mariouche, vous êtes un artiste photographe, vous avez grandi dans un quartier de Casablanca où germaient un peu à l'époque différentes disciplines artistiques, breakdance, musique alternative, graffiti et peinture murale. Et c'est là que naît chez vous votre intérêt pour les arts de rue. Parlez-nous un peu de cette époque, de cette période de votre vie. Et beaucoup de métal aussi. Ah, Il y d'accord, avait, très bien. J'adore le bon, métal. j'ai grandi à Loulfa. Loulfa, en fait, c'est un quartier qui est plus ou moins la miniature de Casablanca. Oui. Il y a des villas, il y a des bidonvilles, il y a des Mhm. logements économiques, il y a des quartiers où il y a des familles. Donc, j'ai grandi dans un quartier où il y a beaucoup de culture, énormément de culture. À l'époque, c'était l'effervescence un peu de la culture underground. C'était l'époque où c'était les débuts du boulevard. Mhm. Il y avait beaucoup de culture de rue. Il y avait vraiment un mix. Moi, j'étais dans une famille où mes frères jouaient de la guitare. Chabi était présent, le métal aussi, les Fujis. C'était vrai, Warda Jazairiya, c'était un mix entre vraiment beaucoup. Et Ah c'était oui. pareil dans mon quartier. Il y avait beaucoup de b-boys, il y avait Mhm. beaucoup de breakdancers, il y avait Necros, métal. On parle de Total Eclipse, on parle de Necros, on parle de Yes. Et vraiment, j'ai grandi dans ce milieu-là où j'ai pu plus ou moins me mixer un peu ma culture et alimenter beaucoup ma passion pour cette culture et être plus ou moins polyvalent. Mhm. Me retrouver dans le métal, me retrouver dans le rap, me retrouver dans la fusion, me retrouver dans le break, entendre, écouter Warda Jazairi avec un énorme plaisir. Mhm. Donc c'était vraiment ça le milieu où j'ai grandi. Très bien. C'est vrai que Warda Mm. Al-Jazairiya on était très fans à l'époque, hein. Parce qu'on a Ah presque oui. voilà, le même âge. Vous êtes né aussi dans les années 80. Donc, oui. Je me rappelle, je la chantais tout le temps, moi, Warda Al-Jazairiya. Allah Ah, yarhamha. non, c'est vraiment un plaisir ça, j'ai vraiment appris à être tolérant vis-à-vis des autres cultures. Bien sûr, bien sûr. Il y a aucun, par exemple, si vous regardez, plutôt si vous écoutez un peu ma playlist maintenant, ça passe de Hajj Hamdawiya à Mhm. Metallica, je sais pas, Oui, moi, je pense que c'est c'est un plaisir. la plupart Ça, des ça jeunes alimente, Marocains, ouais, oui. ça alimente un peu notre inspiration même. Et il n'y a aucun refus à s'inspirer de plusieurs cultures et à les accepter et à pouvoir un peu trouver un peu notre chemin. Absolument. Alors, c'est au lycée, Mehdi Maliouche, que votre passion pour la photographie commence hein, avec la découverte de l'artiste français JR, n'est-ce pas? Alors déjà, qui est l'artiste français JR? En fait, JR, c'est un membre du collectif Courtrage Mais, et Oui. ça rejoint aussi ce mix un peu culturel qui va, par exemple, le collectif Courtrage Mais, c'est un collectif où il y a des réalisateurs, des comédiens, des artistes heureux. Et Mhm. vraiment, il y a un mix. Ça passe de Vincent Cassel, Romain Gavras, à des jeunes artistes inconnus où personne ne les connaît. Donc, c'est JR, il était membre, il est toujours membre de ce collectif. D'accord. Et moi, je l'ai découvert plus ou moins en 2003. Mhm. C'est là où j'ai commencé un peu, où il y avait Google, YouTube et Mhm. les, euh, l'accès un peu à Internet, ça s'est Internet. démocratisé. Oui. Et c'est là où j'ai plus ou moins pu découvrir un peu cet artiste qui est plus ou moins, c'est pas un très bon graffeur, donc il a plus ou moins trouvé
ça voit dans la photo lui, il a commencé à photographier les tags. Et vu Mhm. que ces tags sont éphémères, lui, il essayait de les documenter et retourner à l'espace où il y avait ces tags et coller ces photos. Et après, il a plus ou moins commencé à faire des portraits de jeunes de quartier de banlieue. Il a Mhm. commencé à les coller. À, il a commencé un peu à donner une autre vision et un autre. La photo était devenue à l'époque un autre médium. Plus ou moins que c'est pas que la photo, mais le fait d'accrocher et faire sortir un peu la photo classique de la galerie Mhm. à un mur, c'est une partie très très importante. Lui, il a donné vraiment une très grande importance à l'art de rue, mais d'un angle photographique. C'est là où c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier la Accroché. photo, aimer la photo. Ouais. Mhm. Et depuis le lycée, vous preniez des photos quand vous étiez au Euh, lycée? bon, à l'époque, avoir un appareil photo, c'était assez compliqué. Oui, et c'était cher C'est aussi, les l'appareil moyens, photo. voilà. Aller chez les parents pour leur Mhm. demander, j'ai envie d'avoir un appareil photo qui coûte à l'époque Oui, c'est vrai. 5 000, 4 000, même 3 000, c'était Mhm. beaucoup, c'était du Oui. rêve. Mhm. Donc, c'est là où j'ai fait du tag, j'ai fait un peu de musique, mais vraiment en amateur. J'ai essayé de tâtonner un peu partout pour trouver un peu ma voie. Mhm. Et vraiment, c'était la fin de mon lycée où je me suis mis l'objectif de faire les beaux-arts. C'est un rêve que j'avais depuis vraiment mon jeune âge, genre 10 ans. Ouais. D'accord. Alors justement, Euh, parlez-nous de votre parcours artistique après le bac. Vous avez fait des études en art plastique et design graphique, c'est ça? oui, exactement. C'était aux Beaux-Arts, à l'École supérieure de Beaux-Arts Casablanca. Oui. Euh, à l'époque, j'étais, par exemple, juste à titre d'anecdote, euh, mon, euh, j'étais très nul en lycée. J'ai eu Mhm. un bac vraiment difficilement, j'ai eu mon bac. D'accord. Euh, mais quand je voulais faire les beaux-arts, la famille et mes frères, on est Mhm. une fratrie de 8. Donc, l'importance de la famille et la vie des frères comptait particulièrement pour moi. Donc, pour faire les beaux-arts, c'est assez compliqué de les convaincre. Oui. Surtout que le milieu un peu, un quartier populaire, tu vas aller dire à ta famille. Déjà, mon père et mes parents ne comprenaient rien à l'époque. Oui. Beaux-arts, Ouais, déjà, être ça artiste, voulait ça rien fait dire. peur pour les parents, ce qui est... Exactement, exactement. Ça se Donc, comprend. Oui. alors, tu peux faire de la finance comme ça, on peut t'aider à Voilà. trouver un boulot ou là. Économie, médecine, c'est bien, mais Exactement. pas Et l'art. médecine, c'est du rêve. Mais, exactement, et faire des études de finance ou d'éco, Hmm. Ou de on va droit pouvoir te aussi. trouver Oui. un petit poste dans une banque. Maintenant, mes plus grands supporters, c'est mes frères Ah, et mes très sœurs. bien. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, après le bac, j'ai fait l'école supérieure de beaux-arts. Oui. Première année tronc commun. C'est là où j'ai vraiment appris le vrai plaisir de faire des photos. Construire, fabriquer plus ou moins sa boîte à Obscura. Mhm. C'est un appareil photo, mais manuellement. On la fabrique manuellement avec du carton fort, papier photo, développer les pellicules, faire des expérimentations, voir ce que ça va donner, avoir des photos, mais genre des photos de plantes, des photos de détails, mais c'était vraiment là le vrai plaisir. Mhm. C'est là où j'ai commencé un peu à faire de la photo argentique parce que honnêtement, ça coûtait moins cher Oui. que d'avoir un boîtier numérique. Mhm. Après l'école, voilà, je me suis spécialisé en art graphique. Mon rêve, c'était vraiment d'être un directeur artistique dans une. À l'époque, j'étais un grand fan de Peter Knapp, qui était le fameux directeur artistique du magazine Elle. Oui. C'est lui qui a fabriqué plus ou moins l'identité de ce magazine et il a vraiment détourné les magazines de mode et tout le tralala dans un univers très créatif, très artistique. Mhm. Euh, bien sûr, en s'inspirant de Andy Warhol et d'autres artistes. Donc c'est là où j'ai commencé, mais après j'ai passé mon stage comme iconographe dans un magazine dans ma quatrième année. Mhm. Ça, j'étais très bien payé.
j'ai acheté ma caméra. Oui. Après, j'ai commencé un peu à faire des petits trucs vraiment en m'amusant. Mhm. Et je pense que j'ai fait du bon boulot dans ce magazine. C'était à l'époque euh, Actuel Maroc. Oui. J'étais iconographe, j'ai fait du bon boulot. Ils m'ont proposé un poste avec un salaire. J'ai pas refusé. J'ai acheté ma caméra et c'est là, avec le soutien de toute l'équipe. Je pense que j'étais très chanceux de commencer mon premier boulot dans une équipe qui était très expérimentée Mhm. et avec un regard très décalé, très jeune, très décalé, très arty. Donc voilà, ils m'ont un peu soutenu, ils m'ont proposé. D'ailleurs, mon premier cadeau d'anniversaire, c'était un reportage. D'accord. Voilà, donc c'est là où j'ai plus ou moins commencé à faire de la photo de presse et C'est après là où vous avez découvert le photojournalisme, c'est ça? oui, exactement, Mhm. exactement. J'étais iconographe, et vraiment iconographe, c'est le bas de l'échelle de la photo. Tu commences à passer du temps à regarder des sites comme l'AFP, comme AP, comme Reuters, Magnum, et tu vois du vrai reportage, tu t'inspires. Mhm. Et c'est là où vraiment j'ai vraiment beaucoup, j'ai alimenté mon regard, j'ai alimenté mon subconscient. Et le bémol, c'était pourquoi j'avais fait 4 ans quatre ans de beaux-arts, et il fallait que ça me soit utile. Mhm. Donc, faire 4 ans et ne pas en profiter, c'était pas très cool. Donc, c'est là où j'ai commencé un peu à mixer entre la photo plus ou moins esthétique et la photo de presse avec un message. Oui, très bien. Alors, revenons maintenant à votre exposition que dans la galerie de l'Institut français de Meknès, vous exposez vos photographies où les visiteurs pourront remonter un peu le temps jusqu'à l'époque des anciens studios de photographie. Alors, parlez-nous un peu de cette expo, Mehdi Mariouche, et quel est son objectif? Le début, bon, l'idée a commencé quand j'ai commencé. J'ai pas beaucoup c'est un vrai complexe. J'ai pas beaucoup de photos d'archives chez moi, donc des D'accord. albums photos qui traînent. Et, Mhm. on n'en avait pas beaucoup. Oui. Mais à chaque fois que à chaque fois que je tombais sur une photo de mes oncles, mon père, ma famille dans des studios, c'était un vrai plaisir de le regarder. Mhm. Et je, j'ai commencé un peu j'étais très curieux par rapport à ces studios et ces espaces Oui. qui sont kitsch maintenant. Mais à l'époque, quand on partait se prendre en photo entre amis ou le Oui, deuxième jour de c'était l'Aïd, l'événement. c'était, c'était le remake du Aïd. Tu vois, Absolument. Je pense que exactement. c'est vraiment dommage pour la génération 2000, ils vont jamais connaître ça, mais bon, c'était Bah, magnifique. Très oui, belle oui, période. en fait, ça coûtait pas, ça coûtait Ça quoi? Ça coûtait coûtait rien 10 du dirhams, je tout. pense. Oui, oui. C'est 10 dirhams. En fait, et quand tu pars pour te prendre en photo, genre en portrait pour des trucs administratifs, tu avais le bonus Oui, de la grande de la photo. photo. Et souvent, quand je me rappelle, quand je partais, j'étais bien habillé, mais rien de fort, tu vois, juste la partie haute. Et les Et sandales en souvent, bas, c'est lui, il me ça? proposait exactement. Ben oui. Parce que juste avant, tu joues un match. Donc, Ah bah oui, on a tous vécu ça. Oui. ouais, exactement. Donc, c'est un vrai plaisir. Et donc, je suis parti un peu pour me documenter, essayer de chercher s'il y a des photos d'archives à récupérer. Et le premier, c'était Studio Hna, qui est au Maris. Oui. Il est toujours ouvert. Donc, je suis parti. Et juste à un coup de tête. Sur un coup de tête, je lui ai demandé est-ce que je peux faire un petit saut dans son studio ou sa salle de pause. Et Mhm. c'était énormément de portraits de Sa Majesté. Oui. Euh, et elle était super sympa. Je lui ai demandé de poser pour moi. Il a posé avec sa caméra. J'ai fait la photo. Et vraiment, c'était l'idée au début. C'était pas un projet. Mhm. Mais c'est ça le plaisir de je reviens à mon quartier, je reviens à la culture où j'ai le fait de ne pas refuser
les autres cultures ou ne pas Oui. refuser les autres inspirations, Mhm. ça laisse un peu ton spectre d'inspiration très ouvert. Donc, n'importe quelle idée qui peut alimenter ton projet est la bienvenue. Donc, j'ai commencé avec la première photo, je savais pas ce que ça allait donner. Oui. J'ai fait la photo, j'ai commencé à papoter, rigoler un peu avec lui. Après, je me suis dit, c'est- c'était super sympa, donc je voulais refaire la même expérience. Et la même expérience, donc j'ai imprimé la première photo de studio Asma. Je suis parti à un deuxième studio, je lui ai montré la photo. Il s'avère qu'il connaît, parce que c'est un petit monde, donc il connaît ce monsieur Asma, il a Oui. accepté, genre, vu que Asma t'a fait confiance, pourquoi je ne te ferai pas confiance? Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à voyager. Et l'idée de base a complètement changé. Donc, au lieu de documenter que ces espaces, c'est leur rendre hommage et Mhm. rendre hommage un peu à la photo. Oui. Je suis un photographe et je sais que c'est très, très, très difficile de poser et rendre hommage à ces photographes qui ont documenté notre histoire, qui ont documenté mon histoire, qui ont documenté la vôtre. Donc, ils ont beaucoup documenté et c'est des gens qui ont, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la photo a été un sous-métier. Donc, rendre hommage à ces personnes, c'est vraiment se rendre hommage à nous, à moi, photographe, à chaque Marocain, parce que chacun de nous a été au moins une fois dans ces studios et il est parti avec un grand plaisir pour se rendre en photo et Absolument. maintenant Ça on fait les partie de oublie. notre patrimoine, franchement. Oui. Exactement, maintenant on les oublie et c'est c'est une petite pensée et un retour de euh, c'est pas c'est tu tournes un peu l'objectif au lieu que ce soit sur d'autres personnes, que ce soit sur eux et c'est une manière de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait et une manière de rappeler aux Marocains que ces photographes sont toujours là et ils Absolument. Et peuvent qu'il faut les ouais. soutenir aussi. Surtout en Exactement ces et temps de en crise. plus le plus important c'est je pense que qu'ils ont vraiment une grande partie de l'histoire du Maroc entre les Mhm. mains. Oui. Quand on voit par exemple ailleurs les archives de ces photographes sont récupérées par des musées, sont récupérées par des associations, par des structures euh, pour retracer un peu, au moins l'aspect vestimentaire d'une génération. Si on Mhm. parle par exemple des années, juste un simple exemple, les années 90, c'est pas très loin. Oui. On se rappelle un peu de la coupe de Mustafa Hadji, on se rappelle de la coupe de Nibet, on se rappelle de comment s'habillaient les jeunes, Mhm. mais il y a pas de photos, il y a pas de photos qui documentent ça, à Mhm. part les photos de famille ou d'amis. Donc, ces gens-là, ils ont sûrement des photos de pose, de comment s'habillaient les jeunes dans les années 90, 60, comment une génération a vécu, et eux, ils ont ces photos. Et je pense que c'est ultra important pour les chercheurs de voir ça, de documenter ça et de publier ces photos. Absolument. Vous avez raison. Alors, quelle a été la réaction des visiteurs lors du vernissage le 26 janvier? Je pense que j'étais le photographe le photographe le plus heureux de mon entourage. Je Très pense bien. que ce mercredi, ouais, c'était le mercredi 26 Oui. janvier. Mhm. Je suis parti à Meknès. Un très 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 grand merci à Mohamed Biod et Oui. à Liliane Dos Santos qui ont cru dans ce projet et qui ont cru en ce projet et qui m'ont beaucoup soutenu. Et, je demandais à Biod par rapport aux invités, je voulais vraiment, j'ai insisté pour que ces photographes puissent être là. Donc, Biod, il a fait le tour des studios Meknès bien avant que j'arrive, bien avant l'expo. Donc, Mhm. il a insisté à ce que les photographes viennent. Après, on n'a pas trop tablé sur le Hajj Toto et le Hajj Baghdadi. C'est les deux plus vieux Mhm. photographes de Meknès. Donc, Magnifique. soudainement, ils étaient là, bien habillés. Le Hajj Baghdadi en cravate, costume, avec sa caméra. Le Hajj Toto en mode djellaba. Ils étaient là.
ça m'a surpris, juste par exemple, au moment de l'accrochage, il y avait deux personnes qui accrochaient du staff de l'Institut français et Mhm. qui commençaient un peu à se balancer, genre, c'est un tonton, tu vois. Genre, est-ce que Une tu grande t'es déjà pris en fierté. photo? Oui. C'est une fierté, c'est genre, il a c'est un tonton, ma tu vois, tu vois. Odestiwalo. C'est ça. Magnifique. Et après, le tonton, le fameux tonton était là, le fameux Dédé était là. Oui. Et il y a une masse. Genre, moi, avant l'expo, je m'inquiétais parce qu'il y avait énormément d'invités, d'amis. Donc, je me suis dit, non, mais il faut que je passe du temps avec les invités. Il faut parce que hein, mais Mhm. donc, alors que quand Toto et Steve Rebelli étaient là, moi j'étais peanut, tu vois. Ils ont commencé à se prendre en photo avec Toto, ils ont commencé à se prendre en photo avec Steve C'était Rebelli, la star et de la soirée. ils étaient vraiment les deux stars de la soirée, et Magnifique. ça m'a vraiment, 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 vraiment fait plaisir, parce qu'à un moment, à la fin du vernissage, les deux, le premier, il me dit, c'est le plus beau jour de ma vie, et le deuxième, il me dit, j'oublierai jamais ce jour, cet événement. Et donc, pour moi, c'est tout simplement fin. C'est la fin. Donc, j'ai pu un peu faire juste un simple petit niveau, rendre hommage à ces personnes. Et Oui. ça m'a fait énormément, énormément, énormément plaisir. Très bien. Alors, c'est vrai que, Mehdi Meliouche, dans votre travail de photographe, vous vous orientez souvent vers les vies des gens ordinaires. Pourquoi? Euh, je- c'est simple, bon, je pense que je suis très ordinaire. Parce qu'il faut rappeler J'ai aussi, il j'ai faut revenir un peu. ouais, j'ai un passé très ordinaire. J'ai Oui, jamais, mais d'accord. vraiment, j'ai une vie très, très linéaire, donc Mhm. très stable, j'ai jamais eu euh, donc ces gens-là peuvent être facilement mon père, ma mère, Mhm. le voisin d'en face. C'est, je pense que qu'on a tendance à marginaliser les choses simples. Absolument. Et On ne c'est... donne pas trop d'importance aux choses super simples, aux choses qu'on voit et aux choses qui nous entourent. On va souvent aller alimenter notre inspiration ou notre art ailleurs. Mhm. On va regarder ce que font les Européens ou ce que font les Tibétains ou ce que font les Américains et on essaie de faire pareil. Mhm. Alors que des fois, par exemple, le fameux confinement nous a rappelé ce que c'est que notre quotidien. Tout à Le fait. fait de passer 24 heures dans un seul espace, c'est le premier jour, le deuxième jour, après une semaine, tu commences à regarder des détails, tu commences à Mhm. te rendre compte qu'il y a des plantes mal arrosées, tu commences à te rendre compte qu'il y a des voisins super sympas et à la vie des toits. Donc, il n'y a pas plus meilleur, il y a pas plus meilleur que les choses simples. Et la photo documentaire, je pense que c'est le plus. Moi, mon père et ma mère, c'est des gens qui n'ont pas fait d'école. Mhm. Donc, il faut que je communique avec eux. Il faut que mon art communique avec eux. Et c'est un peu égoïste, mais si la photo ou le projet n'est pas validé par ma mère et mon père, par exemple, Oui. c'est compliqué de convaincre d'autres personnes de ce projet. Mhm. J'essaie à plusieurs projets qui sont très personnels. J'essaie de prendre ma famille en photo, de prendre mon espace en photo. Et donc, les choses simples durent plus, Mhm. sont plus vraies, sont plus sincères. Et je pense qu'il n'y a pas plus durable que la sincérité et la vérité plutôt. Absolument, parce qu'il faut rappeler quand même J'essaie. que vous avez fait plusieurs expositions très originales. Alors, Bribes de vie, qui est réalisée par les mineurs de la région de l'Oriental, Portrait d'ouvrier, et également, et c'est ma préférée, c'est Hammam Diaries. Alors, pouvez-nous parler un peu de ces Hammam Diaries? En fait, je pense que j'ai Oui. énormément de chance d'avoir des amis, d'avoir des, euh, d'avoir un entourage qui croit en moi et qui m'encourage. Mhm. Le Hammam Diaries, c'était
j'ai un boulot qui m'oblige à avoir mon téléphone à côté. Oui, Donc, même au hammam, j'essaie de faire en sorte de faire entrer mon téléphone. d'accord. Mais vraiment juste pour Oui, être bien in sûr. touch. Mhm, Et à un moment, j'ai fait une photo et c'était une photo de mon père. mhm, Euh, et je l'ai partagée sur WhatsApp, sur Instagram. mhm. Et Florence, je sais, Florence Dassi, Houssam Tilili, euh, Jamal Boussahab, Allah yarhamou, et d'autres personnes qui ont un regard et qui ont une sensibilité, Mhm. m'ont fait confiance et ils m'ont beaucoup encouragé à faire plus de photos et à aller, ils m'ont dit que ça mérite, que voilà, c'est un espace, en plus, c'est un espace qui est souvent quand je montre les photos ou je dis que je travaille sur un projet sur le hammam, il y a deux, euh, il y a deux réactions. La Réaction, première, oui. c'est le hammam Tlayalat. Mhm, Donc, la deuxième réaction, c'est des trucs touchy, des trucs un peu. mhm. Euh, c'est, c'est vraiment pas ça. J'essaie de documenter. Et vraiment, l'approche a toujours été. Le point d'attaque ou l'angle d'attaque ou le point de départ, ça a toujours été documenté. Oui, Le hammam, je partais toujours dans un hammam et le même hammam depuis, je pense, depuis sa création, je pense, une scène ou un truc du genre. Et pour moi, c'était ça un hammam. Le hammam, et c'est ça fait l'Ixelles, partie de c'est la le Barma, culture c'est marocaine. l'Ixelles. Ah, c'est le hammam, pour moi, c'est le hammam, c'est euh, c'est un tarif très bas. Oui, C'est un Ixelles, c'est le thé après le hammam. En hiver, en été, c'est un jus d'orange. oui, les C'est mandarines. euh, c'est le mandarine, exactement. C'est le Barma à l'intérieur. Trois chambres sur trois Oui, niveaux mhm, avec différentes chaleurs et c'était ça. Mais exactement. après, quand j'ai commencé à faire les photos, beaucoup de gens m'ont dit il n'y a plus de Barma, il y a plus. Donc j'ai fait l'expérience d'aller dans un autre hammam et j'ai découvert que c'était pas très moderne, mais c'était très différent de notre hammam. Ça a Le perdu hammam son d'une charme. génération, Mhm, voilà, le hammam d'une génération, un hammam assez kitsch, un hammam assez différent, avec des arcades, avec une ambiance. Donc, je me suis dit, peut-être que je dois documenter cet espace qu'on est en train de perdre. Et mhm. à travers cet espace, j'ai commencé un peu à documenter les anecdotes, à documenter les gens de ce hammam, à documenter vraiment l'architecture, l'ambiance et les anecdotes. Vraiment, par exemple, le fait d'attendre que les grands, c'est-à-dire nos parents ou nos grands frères, vont dans une autre salle et on commence à mettre du savon, à mettre du shampoing et glisser le hammam, tout de bon. Oui, c'était aussi une Ou, partie de jeu pour surtout pour les enfants, exactement, et oui. se mettre dans le Barma, Oui, et notre ça, petite genre, c'est des piscine. petits, voilà, exactement. Donc, c'était vraiment ça. Et ce qui est fou, ce qui est bizarre, c'est que il y a peut-être en 2019, ce hammam que je documentais, Oui, il a été détruit pour pouvoir en faire un hammam moderne turc. très Donc je me bien. suis dit, alhamdoulilah, j'ai pu faire des photos, j'ai Oui. pu documenter. Merci Ah, beaucoup, Mehdi Maliouchi. Il nous reste merci à deux vous. minutes. Alors, des projets, des futurs projets artistiques en une minute? Là, je suis en train de travailler écrire sur un projet qui va être euh, en trois niveaux, une expo photo, un livre et un film documentaire Oui. sur la route nationale 1. Mhm. C'est une route qui va de Tanger à Douira. C'est une route qui unit les Marocains. C'est une route avec différentes cultures, différents paysages, différentes ethnies ou différentes tribus. Donc, j'essaie, Inch'Allah, de travailler sur ce projet, de commencer, Inch'Allah, en 2023 et j'espère pouvoir le finir en 2026 pour raconter un Maroc simple.
Inch'Allah, bon courage, très bon Inch'Allah, courage non? pour votre exposition et aussi pour vos projets. Merci beaucoup pour votre Merci à intervention. vous. Merci Très à bonne vous. soirée. Merci À à vous. bientôt, Mehdi Mariouche. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Voilà, c'était notre artiste photographe marocain Mehdi Mariouche qui nous a parlé de son exposition à la galerie de l'Institut français de Meknès. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de passer avec nous le conte de la semaine, mais non, on a eu quand même une très belle interview avec Mehdi Mariouche. Inch'Allah, la semaine prochaine, vous aurez l'occasion de découvrir le conte de la semaine avec Halima Hamdan. Et c'est déjà la fin, n'est-ce pas, Mounir? N'est-ce pas? Oui, on me dit, allez, quitte le studio. C'est déjà la fin de Chaîne Interculture. Et oui, mais nous nous retrouvons le lundi à la même heure. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Tijami à la réalisation et Mounir qui n'est pas content à la technique. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Juste après le journal de l'information, vous retrouvez Fayrouz dans Libre Antenne. Excellente suite des programmes sur Chaîne Inter et bon week-end à tous.